Et j'ai regardé par contre une très très bonne ressource, la FAQ de votre fin de première saison. Et vous expliquez énormément de choses sur la manière dont vous faites l'actual play. Moi, ça m'a passionné. Je fais peut-être partie de la très minorité des personnes que ça fascine d'entendre des gens parler de leur partie, mais moi, ça m'a complètement refait. Et notamment, ce qui se voit pas du tout quand on regarde l'actual play, c'est que vous avez un travail avec un co-auteur, et j'ai l'impression que ça apporte énormément à ce que vous faites, et c'est quelque chose qui est pas visible du tout. Qui est pas visible du tout, qui se voit pas du tout à première vue. C'est que dans cette Non. FAQ que j'ai découvert cet aspect-là, quoi. Ouais, bah, disons que, réfléchir à voix haute en présence de quelqu'un qui peut, éprouver tes idées et donner son avis, je trouve que c'est la meilleure méthode, d'écriture, que ce soit en jeu de rôle ou autre chose. Parce qu'être tout seul face à ses idées, les structurer, éventuellement le syndrome de la page blanche, ça c'est pas facile. Et quand tu as quelqu'un où voilà, tu projettes des idées, tu balances des trucs, tu brainstorms et puis, tu as quelqu'un qui derrière, bah, apporte aussi ses idées et petit à petit, bah, on fait du tri, on hiérarchise, on voit quelles sont, les choses sur lesquelles on est d'accord, sur lesquelles on n'est pas d'accord, pourquoi on n'est pas d'accord. Bah, ça permet de renforcer encore plus des convictions, d'aller sur des terrains, sur lesquels on n'aurait pas forcément, sur lesquels on serait pas forcément allé, soi-même et puis de creuser aussi des sujets sur lesquels, «Ah toi tu sais ça? Tiens moi je suis pas au courant, je vais aller checker». Donc ouais, ça apporte quelque chose. Alors je dis pas que pour écrire une partie de jeu de rôle, il faut être 2, ou plus parce que du coup c'est clairement pas la configuration, heu, c'est pas la norme, mais bon, c'est pratique. Je trouve qu'en fait, ça permet surtout d'aller plus vite. Ça permet Tu, d'aller plus vite parce que ça ouais, vas-y, pardon. non, tu gagnes du temps, tu penses, en ayant une personne de plus pour. Bah, moi je trouve parce que, la ce qu'on arrive à produire, parce que moi je travaillais, assez régulièrement tous les jours sur la campagne et puis c'était toujours dans un coin de mon esprit. Mais quand on se captait avec Théo, à l'audio, c'était 2 heures par semaine, 1 heure et demie, 2 heures, parfois un petit peu plus. Mais en 2 heures, on arrivait à, structurer des choses, à prendre véritablement des décisions, à acter et aussi à, bah, moi, des choses que j'avais en tête, mais qui étaient très, très floues parce que je les avais pas encore ne serait-ce que formulées à voix haute. Le fait de les formuler à voix haute ou éventuellement de les coucher sur le papier ou en tout cas de les écrire. Mais là, le fait de les formuler, de les confronter à quelqu'un qui te dit: «Ah ça c'est cool parce que pour cette raison» ou «Ça va pas fonctionner parce que ceci», ben, ça te permet aussi de faire le tri et de structurer beaucoup plus vite et puis de profiter aussi de, bah, 2 fois plus d'idées, donc 2 fois plus de choses qui se mettent en place. Ça t'évite de passer par, beaucoup de temps où, bah, tiens, là, j'ai ce PNJ, qu'est-ce que j'en fais? Je sais pas quoi en faire et donc oui, en fait, ça je trouve que ça fait gagner du temps. C'est hyper stimulant. Ouais, je vais rebondir là-dessus. Moi, je ne suis pas MJ, mais j'en connais plein. Et souvent, même s'ils écrivent pas forcément leur campagne ou leur partie à deux, ils parlent de leurs idées avec d'autres MJ, ils confrontent les idées et ça leur permet justement d'avoir soit du recul par rapport à certains points de scénario, de faire en sorte qu'il y ait une sorte de cohérence, ou des fois juste d'avoir des idées auxquelles ils auraient pas pensé tout seuls dans leur coin. Donc, Mais je dirais qu'il y a pas que, écriture cool. le fait d'en discuter entre MJ. Je veux dire, ne serait-ce que passer par la création de personnages où on le fait avec les joueurs, même selon les jeux. Enfin, dans toutes les campagnes qu'on fait, les jeux, tournent essentiellement autour des personnages. Donc le fait d'avoir déjà des personnages qui créent, heu, une personnalité, un background qui va pas être uniquement là pour faire joli, mais qui va véritablement être exploité, des des relations, donc du coup, ça va créer des PNJ. Autant de PNJ qui vont pouvoir être investis aussi dans la campagne. Tout ça, ça donne des idées d'intrigue. Ça permet de consolider. Donc, c'est par exemple ce qu'on a fait sur SOT, un autre jeu où en fait tout venait des PJ, où les PJ créaient sous forme de. Voilà, je posais des questions et les PJ y répondaient en créant, du coup, en générant des PNJ et des relations. Et tout ça, ça crée l'intrigue. Et ce qui fait que je n'avais absolument rien besoin de préparer. Tout a été fait durant la session 0 en présence des PJ, en créant en gros le contexte. Alors là, on est dans un jeu différent avec Vampire, puisqu'on est un jeu à secret, donc il y a forcément des choses qui ont été créées sans les joueurs
pour qu'ils en aient la surprise. Mais malgré tout, le fait de passer par cette étape-là, de solliciter les joueurs dans le processus d'écriture, il apporte énormément d'idées, de choses qui viennent pas d'une seule et même personne, mais d'une table. Et puis c'est aussi la garantie que tout le monde trouvera à la table ce qu'il a envie d'y trouver. C'est une grosse phase, la création de personnages, parce qu'on peut se dire, comme vous jouez avec des systèmes de règles très simplifiés, on pourrait dire que c'est peut-être l'impasse de remplir, c'est peut-être l'impasse où on serait tenté de faire l'impasse sur le fait de remplir sa feuille de personnages caractéristiques après caractéristiques, mais c'est quand même un gros investissement ou un gros travail, cette étape de création. Tu veux en parler, Rocco ? Ouais, ton justement. Point de vue sur les créations de perso ? Bon, déjà, t'as fait un tuto dessus, donc où t'expliques ta démarche. Et surtout, c'est au contraire quelque chose qui est très important quand on joue sans système ou sans dés, parce que on a besoin d'avoir des intrigues. C'est les personnages, en fait, qui vont être le moteur de la campagne. Donc, c'est important, en fait, de les définir et de les définir de la bonne façon. Depuis un an et demi, je fais pas mal de Donjons et Dragons, ce que j'avais pas touché avant en 10 ans de jeu de rôle. Et je vois en fait quelques différences entre les approches plus classiques du jeu de rôle et ce qu'on fait nous avec Canard. Et notamment le fait que quand on crée des personnages pour des campagnes, il faut justement avoir des amorces où on va donner des jouets au MJ. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon personnage de Brancalonia, je me suis amusée à mettre dans le passé de mon personnage des secrets, des bêtises qu'elle avait fait, des choses en fait qui pourront lui retomber sur le coin de la figure à des moments dans la campagne. De dire tiens vas-y ça, si tu veux m'embêter à un moment tu peux me faire tomber ça dessus, d'avoir ce genre de petites accroches ou de donner des éléments au MJ qui pourra lui ensuite mettre dans son scénario. Et ça tu le fais spontanément ou c'est une demande que vous avez tous, c'est quelque chose dont vous avez discuté? C'est moitié-moitié, des fois c'est fait spontanément et des fois j'ai des trucs qui sont pas suffisants donc on les retravaille ensemble. Mon perso de Hogwarts, par exemple, on a beaucoup bossé dessus parce que le premier jet était pas satisfaisant, j'arrivais pas à avoir quelque chose qui à la fois me plaisait moi, m'emballer, allait être plaisant à jouer, et en même temps quelque chose qui allait être utilisable dans la campagne. C'est important d'avoir des personnages qui soient pas tout lisses, qui soient, bon, je veux dire humains au sens large, hein, parce que des fois ils sont pas humains en termes de race, mais qui aient des forces et des faiblesses et de pas tomber dans l'archétype de la Marichu ou du héros tout beau, tout parfait, il est super fort en tout, il a aucune faille, aucune faiblesse, il a peur de rien, il a pas d'attaque. Non, c'est important que les personnages aient, on dit souvent des liens, des gens auxquels ils tiennent ou des choses auxquelles ils sont attachés, des choses à protéger en fait. Ça peut être en secret, ça peut être en endroit, ça peut être en objet, ça peut être une personne. C'est important qu'ils aient des défauts. Et c'est important de se rappeler de les jouer. Des fois, on dit des choses à la créa, puis après, on pense pas à les sortir en jeu, mais il y a d'autres choses qui sortent en jeu, donc là aussi, les personnages évoluent comme ça. C'est important que les personnages fassent des bêtises, se trompent, c'est important ça crée de l'intrigue, en fait, ça crée du jeu. Mais ce qu'on disait aussi dans le truc, l'atelier Session 0, c'est que le plus important dans tout ça, c'est d'avoir une vraie bonne confiance en son MJ. S'il y a des gens qui vont pas faire ce travail-là, qui vont pas forcément se créer des failles par peur de se mettre en danger, et je peux comprendre parce qu'ils ont peut-être eu affaire à des MJ trop punitifs ou des moments où c'était pas fun. Il y a quand même un énorme équilibrage à trouver côté maître du jeu pour que ça soit des choses qui soient moteurs d'intrigue, mais pas punitifs au sens je perds mon fun, mon personnage ne fait que souffrir, il est nul, il arrive à rien et je m'amuse pas à le jouer. C'est le pire truc qui peut arriver en jeu de rôle, c'est de pas s'amuser à jouer son personnage. Alors que sur la partie de Vampire, en fait, c'est exactement le contraire. On voit que vous êtes... tous les personnages qui sont en jeu va vous amener beaucoup de vos défauts, de vos faiblesses, de vos erreurs personnelles et aussi des choses, des liens que vous avez. Vous impulsez ça, mais très très fort dans la campagne. Dans le cas de mon personnage de vampire, je pense que... c'est l'alerte chat. Le chat, je vous avais prévenu. Pas de soucis. Je t'attends ? Il a enlevé le casque. Ouais, bon, pas de soucis. Tu me dis si tu veux compléter, Canard, aussi. Parce que c'est là. Bah écoute, je te laisse dérouler et puis je compléterai à la fin. Voilà, je suis désolé.
Ouais. Pas de Donc, souci. je voulais pas t'arrêter. On était sur les couteaux que tu donnais au MJ pour qu'il puisse te poignarder, je t'en prie. Voilà. Dans le cas d'Agathe, les défauts étaient un peu light à la créa, mais au final, c'est plus dans sa façon d'approcher sa non-vie que ça va être. Je dirais l'une des failles les plus importantes du personnage et qui sont déjà sorties en début de saison 1, c'est ses attaches. Elle a beaucoup de mal à se défaire de son humanité, elle a beaucoup de mal à accepter sa condition de descendante et on lui demande en fait de mourir socialement, de mettre derrière elle tous ses rêves, tous ses projets, tous ses espoirs, de quitter sa famille et c'est des choses qu'elle n'arrive pas à faire. Donc il y a tout ce dilemme de est-ce que je peux vraiment mentir à la personne que j'aime, à ma sœur, à ma confidente, à mon amie? Ou est-ce qu'au contraire, je dois vraiment me séparer d'elle pour la protéger? Et c'est toute cette espèce de balance en mode je la mets en danger, mais d'un côté, je veux pas renoncer à mon humanité qui crée en fait du jeu et de l'intrigue. C'est des choses que t'as demandé, toi, Canard, à tes joueurs et joueuses autour de la table, ou alors est-ce que vous en parlez plus parce que c'est plus le sujet? Comment ça se fait ça? Comment ça se met en place? Les créations de personnages ont pas mal évolué d'un jeu à un autre depuis le début depuis qu'on a commencé à jouer ensemble avant la Cour des Miracles et a fortiori depuis qu'on a commencé à jouer à travers la Cour des Miracles. Au début, c'était des questionnaires avec beaucoup trop de questions et finalement beaucoup de choses qui ont servi à rien, qui serviront peut-être jamais à rien. Et c'était peut-être très très long à faire. Je pense qu'il devait y avoir aussi un côté, j'ai aucune idée de ce à quoi répondre à cette question, parce qu'il y en a, c'était vraiment très obscur. Mais petit à petit, de jeu en jeu, on en est venu à faire des choses, à préciser un petit peu ce qui était véritablement utile et ce qui l'était pas. Ça s'est véritablement cristallisé quand je me suis lancé dans un tuto justement pour présenter ce type de création de personnages. Et là, il m'a fallu vraiment structurer quelles étaient les questions importantes, quelles questions n'étaient pas importantes. Et donc, au final, maintenant, j'ai l'impression d'avoir trouvé une méthode sur laquelle justement là on se base pour refaire un tour de tous les personnages qu'on a joués dans les précédentes campagnes, histoire de réactualiser ces personnages sur la base de cette méthode-là pour s'assurer que toutes les informations s'y trouvent et que, quitte à mettre de côté toutes les informations inutiles, histoire de ne pas se retrouver avec des documents qui parfois étaient trop longs ou trop littéraires et donc dans lesquels ça devenait difficile de pouvoir trouver une information. Alors que là, l'idée, c'est vraiment de réussir à tout structurer en une page. Ce qui est donc un bon support d'écriture parce que derrière, moi, une fois que j'ai cette page qui est remplie, j'ai plus qu'à piocher dedans toutes les informations parce qu'elles sont toutes pertinentes. Que ce soit les convictions d'un personnage, ses objectifs, ses peurs, ses relations et les différents types de relations qu'il peut y avoir, que ce soit les proches, les personnes à qui il tient, les rivaux, les personnages qui créent qui créent de l'adversité et une figure d'autorité. Quelque chose aussi que je demande pour faire en sorte que les personnages aient toujours quelqu'un qui à un moment puisse face à qui ils ont une autre forme de responsabilité, à qui ils doivent rendre des comptes. Et tout ça, ça a pour but de casser l'idée l'archétype du PJ qui n'a aucune attache, qui émotionnellement rien ne peut l'atteindre, qui est badass et puis c'est tout. Et donc l'idée, c'est de pouvoir raconter justement au contraire toutes les failles d'un personnage. Ça, j'ai l'impression que c'est un peu présent dans tous nos jeux, toutes nos campagnes. Parce que moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est la notion de dilemme dans le jeu de rôle. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais la notion de dilemme, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et donc le fait déjà de jouer dans du bac à sable, c'est le fait de proposer plein de situations différentes aux PJ et à eux de choisir ce vers quoi ils vont s'engager, quitte à négliger d'autres intrigues. Et donc, les causes engendreront des conséquences. Mais aussi le fait que les personnages aient des failles, le fait que les personnages aient des convictions, qu'ils aient des peurs, qu'ils aient des doutes. Tout ça, c'est autant de leviers sur lesquels moi je vais pouvoir jouer pour éprouver justement les convictions des personnages, leur capacité à surmonter leurs peurs, leurs intérêts par rapport à ceux du groupe ou par rapport à ceux de leurs proches. Et donc, tout ça, en fait, rien qu'avec la fiche personnage, avant même de commencer à s'intéresser
aux intrigues qu'on pourrait écrire avec Théo, c'est c'est déjà un terreau très fertile, générateur d'intrigues. Et vous écrivez toutes ces choses sur les fiches de personnages? Je veux dire, vous écrivez aussi, les peurs, les angoisses, les figures d'autorité, tout ce dont tu parles. Est-ce qu'il y a quelque part où c'est visible, de tout le monde ou au moins du MJ et du joueur, qui est concerné? Ouais, oui, en fait, nos fiches perso, ce sont pas des fiches, remplies de statistiques. Ce sont des fiches, remplies d'informations, qui sont, alors, moi, en jeu, je les exploite pas forcément parce que j'ai déjà trop de choses sur lesquelles jongler avec mes notes de partie et tout, mais malgré tout, je les ai en tête. Par contre, c'est important que les joueurs, eux, les aient sous les yeux pour qu'ils se rappellent qu'en fait, ce qui les définit, c'est pas des données statistiques, mais la raison pour laquelle justement on les utilise pas, mais au contraire les fondements de ce en quoi ils croient, ce en quoi ils aspirent, leurs proches, tout ça. Et donc ça, c'est important pour nous de les avoir sous les yeux, de manière à ce que les PJ puissent avoir continuellement ça en tête, comme ce serait le cas de leurs personnages qui réfléchiraient à leurs actions en fonction de tous ces aspects-là. Non, c'est super On a intéressant que s- vous avez listé tous les leviers en vérité, quoi. C'est ça, les leviers dont tu parlais, quoi. ouais. Les On plus a, importants, en tout cas, les essentiels. on a souvent dans le VTT un espace où remplir justement toutes ces données pour avoir. C'était quoi? C'était pour Zéphérina, mon personnage de Brancalonia. On avait résumé les aspects du personnage en quelques éléments clés. Faut dire que moi, j'ai tendance à pas mal écrire et une création de personnage, souvent, je fais ça dans mon coin, toute seule. Je commence par faire un premier jet, donc on commence souvent des mois avant de commencer la campagne. Canard nous fait bon, là, il faut créer les personnages. Ce qui se passe, c'est que souvent, je lui envoie un document Google avec beaucoup de choses narratives. Alors voilà mes idées, voilà. Fait 10 pages. Non, quand même pas. Ça a jamais fait 10 pages. Zéphérina, elle devait en faire 5, et encore, c'est parce qu'il y avait les stats dessus et les sorts. Il y a donc l'historique du personnage, le concept. En gros, c'est vraiment des concepts de voilà que j'arrive pas forcément à bien résumer. Et souvent, ce qui se passe, c'est que ça prend la forme d'une discussion vocale avec Canard, où il va me faire des retours, il me fait bon là, il faut que tu précises un peu ces aspects-là. Là, il faut que tu synthétises. Là, t'as pas assez mis l'accent, il faut que tu trouves quelque chose qui fonctionne mieux. Donc, on a souvent des allers-retours comme ça en vocal pour faire ce travail de création. Mais je pense que c'est pareil avec les autres. On part jamais de rien. C'est souvent nous qui amenons une base, en premier brouillon, un concept, des idées. Et lui, il a juste à faire retravailler pour que ça rentre un peu dans son... C'est un peu un mot sale, mais dans son cahier des charges, ou d'avoir quelque chose d'exploitable en intrigue et pas juste en background, mais un background qui pourra pas ressortir plus tard parce que c'est figé, c'est dans le passé, quoi. Ce genre de choses. D'accord. Donc Oui. en fait, ce que je comprends, c'est que Canard, tu t'attaches à avoir vraiment des rampes de lancement super blindées pour tous tes personnages, c'est ça? Enfin, tous tes personnages joueurs. Ben, étant donné que l'essentiel de nos jeux sont sous forme de campagne et sont sous forme de campagne assez libre, voire complètement bac à sable, dont le cœur, c'est véritablement la place que les PJ vont y trouver, c'est important d'avoir des PJ qui derrière peuvent avoir des accroches, des raisons de s'investir, peuvent avoir aussi des raisons de coopérer. C'est aussi quelque chose qui est important, c'est de faire en sorte que les personnages soient suffisamment équilibrés dans ce qu'ils proposent, complémentaires, et en même temps suffisamment pas individualistes pour qu'ils puissent jouer ensemble. On ne se retrouve pas avec un groupe qui ne fonctionnerait pas, déjà parce que les personnages pris indépendamment chacun de leur côté ne peuvent pas fonctionner avec qui que ce soit d'autre. Donc oui, il y a effectivement ce qu'on peut appeler une forme de cahier des charges, mais un certain nombre de consignes, entre guillemets, pour continuer à employer des mots un peu barbares, juste pour dire soyons attentifs à faire en sorte de ne pas créer un personnage uniquement dans son coin, mais de faire en sorte qu'il soit créé dans le but d'être jouable. Et donc de faire en sorte que son background ne soit pas uniquement quelque chose qui fait partie de son passé,
mais qui derrière ne sert à rien parce que il est trop secret, il ne ressortira jamais. Ou parce Ou que il est toute sa trop, famille est morte et qu'il n'y a plus personne, il n'y a pas de secret, tout est résolu. Voilà. Oui, voilà, et que ce soit quelque chose voilà, qui crée, qui, qui, qui donne une motivation au personnage de s'investir, qui en même temps ne fasse. Et puis, ce qui est important aussi, c'est ce sur quoi j'insiste, c'est de dire que en fait, le background reste à venir. Le personnage la vie des personnages, enfin les parties les plus importantes de la vie des personnages, on va les jouer. Donc, selon moi, il faut pas faire des personnages qui ont déjà tout vécu, et y compris le plus dramatique, et qui donc du coup ne seront plus surpris par rien, ne seront plus perturbés par Mm. rien, ne seront plus bouleversés par rien, parce qu'ils auront déjà, voilà, ils auront déjà tout vécu. Et donc, je préfère dire, bah écoute, et puis de se dire, en jeu de rôle en général, on commence à jouer des personnages qui sont niveau 1. Nous, on s'en fiche parce qu'on joue pas spécialement avec l'aspect mécanique, mais malgré tout, de retenir l'idée que ça veut dire que les personnages euh, ont encore Débutant. tout à vivre. Et donc, oui, tu voulais dire quelque chose, Oko? J'ai dit débutant. Oui, débutant, mais pas au sens inexpérimenté, mais au sens où l'essentiel de leur vie n'a pas été vécu, quand bien même ils joueraient des personnages âgés. C'est le cas de Pio dans Brancalonia, qui joue un personnage, qui joue un vieillard. Mais pour autant, c'est un vieillard qui jusqu'à maintenant n'avait pas vécu d'aventures extraordinaires et qui là maintenant va commencer à en vivre une. Et donc, ça sous-entend que le background doit pas être lourd, doit pas trop être indigeste, mais au contraire, il doit être, et surtout, il ne doit pas être achevé, mais il doit être uniquement des choses laissées en suspens, qui sont des amorces, des élans, qui ensuite pourront être exploités par la suite. Et pour le coup, la création de personnages, quels que soient nos jeux, vient très tôt, quasiment au tout début de l'écriture du cadre de la campagne. Parce que le but, c'est pas d'écrire la campagne et ensuite de mettre les personnages dedans et puis débrouillez-vous avec ça, mais c'est de pouvoir créer les deux un peu en parallèle de manière à ce que les deux puissent se répondre, qu'il y ait des éléments du contexte qui puissent faire écho au background des personnages, soit parce que des intrigues ressurgissent, soit parce que les thématiques qui sont abordées vont faire vibrer les cordes sensibles des personnages parce que telle ou telle thématique sera abordée. Et puis inversement, les choses qui seront créées par les personnages vont pouvoir être aussi intégrées, toutes ces intrigues en suspens vont pouvoir être intégrées à l'intrigue générale, de manière à faire en sorte que les deux s'alimentent et que la campagne serait complètement différente si les PJ avaient été différents. Là, on créerait d'autres personnages pour Brancalonia, ou on aurait créé d'autres personnages pour Vampire la Mascarade ou les autres jeux auxquels on a joué, Hogwarts, Cult et Crapule, etc. Les intrigues n'auraient absolument rien à voir, puisque les deux font vase communicant. Donc je peux absolument pas imaginer prendre la campagne et la faire jouer à une autre table avec des personnages complètement différents. Il y aurait à nouveau tout un travail de réappropriation à faire. Vas-y. Je disais un autre truc que tu utilises avec le fait d'avoir une création de personnage qui vient très tôt, c'est que tu crées des liens entre nous. Tu crées des liens entre personnages, notamment pour que le groupe ait des raisons de travailler ensemble, qu'on ait au contraire du drama. Ça peut être... pour Vampire, si t'as vu l'épisode 14, je sais pas si c'est apparu, mais il y a un lien entre Lula et Agathe qui apparaît à un moment, et on se dit « Ah oui, quand même !» Voilà, et c'est comme ça partout. On n'a pas forcément découvert encore tous les liens d'un Brancalonia, mais ouais, en gros, nos personnages sont liés, soit directement, soit par une intrigue intermédiaire, et ça donne encore plus de raisons au groupe de « Ah, tiens, toi, tu enquêtes là-dessus, mais en fait, moi, ça me concerne aussi, viens, allons enquêter là-dessus ensemble. » Ce genre de dynamique. C'est ce que j'allais faire, une remarque qui complétait ça, en fait, c'était que jusque-là, les 13 ou 14 épisodes que j'ai vus sont construits quasi exclusivement sur les personnages, quoi. Il y a un ou deux PNJ ou événements extérieurs qui servent à mettre les choses en mouvement, mais il y a vraiment énormément de choses qui sont
qui sont construites autour des personnages, de leurs enjeux personnels, de leurs enjeux internes, etc. Et ça transparaît vraiment beaucoup. Et au point même que je regarde cet actual play et je dis cet actual play n'avance pas beaucoup en fait. Il est très très lent dans la chose, mais je pense que ça fait partie d'une des choses qui me plaît beaucoup dans votre actual play, c'est que à la fois les choses avancent lentement si on essaye de les remettre sur un plan narratif, etc. Mais en même temps, c'est très dense, on découvre beaucoup de choses sur les personnages, il y a plein d'enjeux internes sur lesquels on s'attarde. Il y a aussi beaucoup de petites scènes de vie qui sont Avec des pas canapés. forcément nécessaires. Par exemple, la scène du canapé, je pense qu'elle n'existe pas dans un actual play qui n'est pas faite de la manière dont vous le construisez, tu vois. Donc La ça fait fameuse scène partie du des canapé, choses. les gens qui ne sauront pas de quoi on parle n'aura plus. Regardez C'est- l'actuel play Vampire la Mascarade pour voir la fameuse scène. Voilà, il y a une scène de canapé qui émerge de pas grand chose et qui est juste la cristallisation des tensions entre le personnage, je peux te dire ça sans spoiler peut-être, et qui est une bonne une manière de scène résumer. Ouais. très forte et très intense dans laquelle en plus à écouter la FAQ de la saison 1, je comprends notamment que Bobby, lui, il est très très investi dans cette scène, etc. Et ça je pense que ça n'existe pas si on n'a pas pris le temps de s'attarder sur tout ce dont on s'est attardé précédemment, quoi. Je sais pas où est-ce que je vais avec cette remarque, mais je voulais vous le dire. En fait, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose, c'est que Canard, là, quand il écrit, il a pas forcément trop une approche de maître du jeu, où il y a des gens qui vont se dire « Ah, alors je vais faire un donjon, je vais mettre des monstres, je vais mettre des pièges, je vais dire que c'est le donjon de l'ancien mage, machin truc... » Et Canard, lui, j'ai l'impression que quand il écrit, bon, tu me corrigeras ou pas, il a plus une approche de personne qui écrit pour une série télé, en fait, où les personnages sont vraiment au cœur de l'intrigue. Il sait pas forcément trop où ça va aller, puisque ça va dépendre de nous, des joueurs, des personnages, mais il a vraiment cette approche de je crée mes arcs narratifs autour des personnages, et ensuite, c'est eux qui vont aller plutôt par là ou par là. Mais en gros, lui, il a un peu son canevas et il nous laisse peindre au-dessus, mais c'est lui qui nous tend les pinceaux, la palette et tout. Oui, ça fait sens dans le sens où moi, mes sources d'inspiration dans le jeu de rôle, ça va être effectivement des livres, des séries, des jeux vidéo, mais très axés sur la narration, plus que du jeu de plateau ou du jeu de figurines, qui amènerait plutôt vers une pratique de dungeon crawling avec effectivement ces différentes pièces, porte-monstre trésor, etc. Si vraiment on veut caricaturer. Mais oui, les personnages sont au centre. Alors c'est sûr que ça se voit d'autant plus sur Vampire parce que, en fait, sur chaque jeu qu'on aborde, se dégagent des enjeux. Dans le cadre de Vampire, pour moi, les enjeux qui sont forts, ils sont très très bien résumés en 4e de couverture avec une seule phrase. 4e couverture de la V5 du jeu, c'est un jeu de rôle horrifique ou un jeu de rôle d'horreur personnelle et politique. Donc pour moi, il y a vraiment 2 enjeux. Il y a l'horreur politique et il y a l'horreur personnelle. Donc l'horreur politique, elle met du temps à se mettre en place, ne serait-ce que parce que c'est un lore qui est fourni, qu'il faut prendre le temps d'exposer, que ce soit pour les PJ, que ce soit pour les joueurs, que ce soit pour les viewers. Donc forcément, ça prend du temps. Et ensuite, il y a tout un enjeu d'horreur personnelle. Et ça... alors c'est un véritable pari de mettre l'accent là-dessus parce qu'on pourrait effectivement reprocher à la campagne du coup sa lenteur, mais voilà, moi j'avais envie qu'on aborde véritablement et vraiment à bras le corps tous les enjeux introspectifs que ça peut avoir, d'être un damné au milieu des mortels. Qu'est-ce que ça implique d'être un agresseur de rue au XXIe siècle. Enfin, c'est de ça dont on parle. Et pour moi, c'était important d'aborder véritablement ces sujets et pas uniquement de prendre le côté gothique cool du vampire et enchaîner du coup les scènes éventuellement d'action, en tout cas des scènes où ça avance. Et pour moi, les enjeux, y compris politiques, prennent véritablement de sens
si on comprend que chaque personne ici euh, a, a aussi ses propres enjeux qu'il défend et que tout ça ne se résume pas en quelques mots. Et donc oui, c'est un véritable enjeu qui amène une forme de rythme très différent, beaucoup plus lent, beaucoup plus introspectif, qui permet aussi de faire monter la pression, de rappeler à quel point les personnages sont torturés, tiraillés. Euh, et c'est ça qui, quand la situation les dépasse ou la situation explose, prend corps. Et ça, c'est des intentions qui vont être très très différentes en fonction des jeux. Dans Brancalonia ou dans Hogwarts, le jeu va être aussi très orienté autour des personnages, mais va être beaucoup plus rythmé, beaucoup plus dans l'aventure. Mais parce que le genre est différent, les enjeux sont différents, mais ça n'empêche pas de mettre les personnages au centre de l'histoire, y compris les enjeux personnels. Mais ils seront traités de manière peut-être un peu moins introspective et un peu plus à travers la stimulation de tous les éléments qu'ils vont croiser ou qui vont se manifester à eux. Il y a deux choses que vous dites qui se rejoignent et du coup j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Premièrement, si je comprends bien, Oko, t'es la joueuse autour de la table qui connaît le moins l'univers de Vampire et vous jouez tous en fonction de ça. C'est ça. Mais en fait, pour expliquer rapidement, je connais Vampire de réputation. On m'a déjà, Fennec m'avait déjà un tout petit peu parlé de ses campagnes précédentes. J'ai quelques très 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 vagues notions de termes que j'ai déjà entendus, mais après je ne connais pas le jeu, je ne connais pas les règles, je n'ai jamais lu le livre, donc effectivement je découvre le jeu. Du coup c'est parfait pour ma question parce que Canard, tu disais que le jeu était très précis sur ce qu'il attendait et que toi t'en avais bien compris sur la 4ème de couverture les grands enjeux, etc. Oko, ça rejoint un terme que t'as mis un petit peu plus tôt et que j'aimais beaucoup. Tu disais, il nous a passé les palettes et les pinceaux. Et moi, il y a quelque chose que je vois quand je regarde votre actual play. C'est que toi, Oko, j'ai l'impression que t'as très bien cerné le ton du jeu, le ton de la narration, etc. Donc c'est vraiment que tu as cette palette, tes pinceaux, etc. Tout ça dans les mains. Pourtant, t'as pas lu le manuel, et donc tout le travail de passage, il a été fait quelque part dans l'organisation de la table, et moi je veux savoir où, tu vois. C'est ça qui m'intrigue. J'ai une scène assez précise en tête où le personnage d'Agathe, où tu décris la journée interminable du personnage d'Agathe qui essaye de travailler sur ses cours, etc. Et là, c'est totalement à ton initiative. Pendant plusieurs minutes, je crois que tu vas décrire cette espèce de journée interminable où elle n'arrive pas à se concentrer, elle n'arrive pas à travailler sur ses examens ou je sais plus exactement. Et je me dis, à ce moment-là, Oko, elle a exactement cerné le ton de ce qu'il fallait amener dans cette scène. Ce truc-là est vraiment purement de ton initiative. Et je me dis, en face, le maître du jeu qui voit ça arriver doit se dire, mais c'est parfait, j'ai tout bien réussi, quoi. Je sais pas comment est-ce que je sais pas déjà si vous cernez le moment, et je sais pas, Canard, comment est-ce que tu sens ça. Donc moi je m'interroge, comment est-ce que les palettes, les pinceaux et la peinture sont si bien arrivés dans les mains de ta joueuse, quoi. Je dirais que cette scène, elle arrive aussi après quelques épisodes. Il y a le temps pour installer une ambiance, un contexte, un univers. Je pense qu'aussi, il y a une proximité entre le personnage de Agathe et Oko, dans le sens où toutes les deux découvrent l'univers de Vampire en même temps, là où d'autres joueurs le connaissent un petit peu mieux. Et donc, à partir du moment où il y a cette harmonie, cette synchronisation entre Oko et son personnage, qui se projette certainement dans cette situation en se disant mais en fait je peux pas reprendre enfin je pense que Oko t'en parlera mieux que moi, mais je peux tout à fait imaginer qu'un personnage comme le sien à ce moment-là est perturbé par tout ce qui est en train de bouleverser sa vie, remettre en cause son existence et essaye de se concentrer sur un quotidien dont le sens est complètement remis en cause.
et amène toutes ces questions-là. Et comme effectivement en amont on a abordé l'idée de dire bon ben voilà, c'est un jeu où là on va pouvoir aller dans l'introspection. Donc ça veut dire que si à un moment du coup vos personnages il se passe des choses à l'intérieur de l'esprit de votre personnage, manifestez-le, que ce soit à travers votre comportement ou à travers vraiment une pensée où on entre à l'intérieur de votre personnage, mais de faire en sorte qu'on puisse saisir ces moments-là qui sont effectivement au cœur du jeu et des enjeux du jeu. Donc oui, pour moi ça fait sens et c'est une continuation logique de la situation dans laquelle se retrouve le personnage et qui est en plus, il me semble, celui qui est vraiment le plus remué dans son quotidien, dans le sens où Bobby lui joue Bal, mais lui c'est déjà un Ancillae, ça fait quasiment un siècle qu'il est dans cet état, la dynamique n'est pas exactement la même, lui c'est juste une mise à jour de son logiciel qu'il doit faire parce que ça fait 12 ans qu'il était coupé du reste du monde. Lula, il y avait quelque chose de l'ordre, un peu plus de l'ordre du je l'ai un peu cherché. Donc forcément les enjeux, et puis il y a une forme de dignité personnelle qui fera que elle manifestera de manière très différente, peut-être même plus inconsciemment, son trouble. Et je trouve qu'on le voit de plus en plus à mesure que les épisodes avancent, notamment là en saison 2. Donc je pense qu'en fait chacun a manifesté cet état d'esprit selon son personnage et les enjeux, et donc je pense qu'ils ont tous assez bien ils se sont tous assez bien appropriés, selon moi, la façon dont leurs personnages vivent ces éléments, ces événements, et sans forcément que j'ai eu trop besoin de leur dire pense à ceci, pense à cela. Je pense que je pense en fait il n'y a pas beaucoup plus que ce qu'on en a déjà dit dans la FAQ, dans le sens où il y a eu un travail derrière de installer l'ambiance, mais ça s'est fait principalement pendant les premières parties. Et puis avant ça, d'insister sur ces deux enjeux, horreur politique et personnelle, et donc de dire ce n'est pas parce que c'est un jeu de rôle et qu'on est incité à avancer pour en découvrir plus que ça ne vaut pas l'intérêt de s'arrêter pour faire le point. Et que j'ai dit, moi je préfère à un moment que vous arrêtiez parce que vos personnages craquent et qu'on joue la scène où vos personnages craquent, plutôt que de se dire ah ouais mais en fait on a un rendez-vous, faut pas qu'on le rate. Donc voilà, moi à partir du moment où je leur ai dit n'hésitez pas à embrasser ces moments-là, ils sont précieux, et pour moi c'est ce qui fait véritablement le sel de la campagne, et c'est ce qui fera qu'elle sera peut-être aussi différente d'autres campagnes, que ce soit dans d'autres jeux ou dans ce même jeu et d'autres tables. Ça va être le fait d'aller creuser justement dans l'aspect émotionnel, l'aspect introspectif, que ce jeu permet, que ce jeu encourage, et qui pour moi est quelque chose qui donne d'autant plus de sel que, à nouveau, ça permet d'aller dans une direction différente que toujours ces personnages puissants, héroïques, qui plus est dans un univers là où ils sont par définition, par nature, plus puissants que la norme, ils sont au-dessus du commun des mortels. Mais oui, même les sangs clairs Oko. On en reparlera de la puissance. Hein. Mais malgré tout, ils ont des failles. Et donc je voulais pas qu'on s'enferme dans un jeu super héroïque. Vous êtes entre guillemets des mutants, vous avez des pouvoirs, donc forcément vous êtes ce qui est le plus puissant dans ce monde-là par rapport à 99,9% de la population. Mais qu'est-ce qui est malgré tout, creusons au contraire ce qui les éloigne de l'humanité, ce qui peut du coup être aussi une forme de faiblesse, en tout cas vécu comme tel, et en tout cas qu'est-ce que ça manifeste chez eux comme mal-être ou comme questionnement, surtout dans les premiers jours d'une étreinte pour les personnages qui sont concernés. Je veux ton côté du prisme, Oko, ça fait 5 minutes qu'on parle de ton personnage sans te laisser la parole. Oui, désolé. Non, t'inquiète. Moi, je vois surtout deux choses, en fait. J'ai pas eu le manuel, mais Canard a une approche très metteur en scène. On a été briefé sur les intentions, sur justement ce qu'il fallait apporter dans le jeu, et ça, le fait de prenez le temps, montrer les dilemmes, les tourments intérieurs de vos personnages, il nous l'a dit avec des exemples. Et la deuxième chose, c'est que je mets toujours une part de moi-même dans mes personnages. Il faut que j'arrive à me projeter un minimum sur eux, même si dans la vie, je ne suis pas une descendante, je ne suis pas une étudiante,
ni une magicienne, ni une étudiante à Poudlard ou je sais pas quoi. J'arrive à me projeter dans la vie de cette fille de 25 ans, issue de la classe moyenne, qui a toujours un peu subi sa condition sociale, qui a dû composer dans la vie avec très peu d'options. Elle galère, elle a dû bosser pour payer ses études, elle a mis du temps, elle essaie de s'en sortir, et puis là, alors qu'elle est en vue de la ligne d'arrivée, alors qu'elle est en vue de ses examens, paf, pour une fois qu'elle s'accorde un peu de loisirs, pour une fois qu'elle se laisse aller à sortir en boîte avec ses collègues, à s'accorder une nuit de détente, le gros retour de bâton dans la gueule, quoi. Elle se retrouve à servir de calice à des vampires descendants ou je sais pas quoi. Et c'est sûr que moi je trouve que ce serait dommage en fait que Agathe, bon bah voilà, elle a été étreinte, 3 jours après, elle joue sa vie de descendant, elle pose des questions. Non. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du déni sur lequel elle a beaucoup joué, de la colère, même si cette colère pour l'instant elle peut pas en faire grand chose, elle a pas grand monde sur qui la diriger. L'enquête avance, mais au final, bon, elle peut pas vraiment se retourner vers certaines personnes qui ont fait ça, puisque ça pourrait la tuer. Elle est prise au piège, elle n'arrive pas à renoncer à son humanité, donc il y a plein de choses que je ne peux montrer que par des scènes d'introspection. Notamment ce fait de... Mais je vais quand même pas renoncer, ça fait des années que je travaille, et puis... Et là, tout d'un coup, on me demande d'occuper toutes mes nuits à suivre un espèce de cadavre dégoûtant avec des mouches qui lui sortent de la peau et une vieille riche absolument imbuvable. Non, c'est pas possible. Il y a cette espèce d'horreur-là, et en même temps, l'horreur de sa malédiction aussi. Donc, pour rebondir sur ce que disait Canard, on n'est pas des super-héros, on est des damnés. Hein. Et clairement, le fait est que pour Agathe, elle peut même plus se rapprocher de sa sœur ou passer du temps avec elle sans que la bête lui rappelle tu croquerais bien dans ta sœur. Non, c'est horrible en fait. Tu es obligé de mettre tes proches à distance. Du coup, voilà, il y a cette espèce de peut-être d'épée de Damoclès ou de guillotine au-dessus d'elle qui fait que est-ce qu'elle doit couper tous ses liens? Est-ce qu'elle doit vraiment se séparer des gens qu'elle aime, de ses collègues, de ses amis, de ses co-étudiants, de sa sœur, ou est-ce qu'au contraire, elle va essayer de se raccrocher à son humanité, mais au risque de tous les entraîner dans ses problèmes, quoi. Et c'est clair entre vous quand vous discutez de la partie que c'était des choses qui étaient attendues, que c'était que vous alliez prendre le temps pour ça, etc. Oui. Des choses que vous saviez dès le départ et dont vous aviez parlé. On l'a vu à un moment, il y a Bobby qui fait tout en monologue. Je sais pas si c'est avant ou après l'épisode que t'as vu. Mais lui, clairement, c'est le descendant qui a le plus d'ancienneté, ancienne génération, 9e, je crois. Et le fait qu'il se fasse mener à la baguette par la nouvelle-née Lula Givens, la petite ventroux arriviste, il le vit mal, quoi. Entre ça et la Sanclair qu'il a eu la bonté de ne pas tuer immédiatement, mais qui lui mène la vie impossible parce qu'elle comprend rien, parce qu'elle est larguée, parce que un cadavre qui te crie dessus respecte les traditions du domaine où tu vas mourir alors que t'es encore drogué, tu comprends pas ce qui t'est arrivé, et il y a un espèce de mec à moitié fou dans des tunnels qui te crie dessus que t'es morte alors que t'es là, mais non, je suis pas morte. C'est normal que le personnage n'accepte pas qu'on lui dit, bon, imagine, tu vas au bar, le lendemain tu te relèves avec une sacrée gueule de bois, tu penses que t'as bu un verre qui était un peu arrangé là, avec du GHB ou quoi, et il y a un mec à moitié fou qui te dit, voilà, t'es un vampire. Tu lui dis, mais non, mais vous êtes fou, monsieur, partez, j'appelle la police. Enfin, c'est... Comment on réagirait nous? Parce que moi, je sais que mon personnage est un vampire, un descendant, qu'elle va devoir boire du sang, qu'elle a une bête intérieure, mais je veux dire, c'est des choses qu'elle ne peut pas accepter, Agathe, sans les avoir vraiment vécues, expérimentées. C'est la différence entre savoir et savoir, mais en l'ayant ressenti, tu vois. Il y a savoir et vraiment savoir. Savoir intellectuellement. Bon, on lui a dit qu'elle était une descendante. Et ses propres expériences où, justement, elle vit son impuissance, elle vit la morsure du soleil, elle vit... bon, c'est un peu plus tard, mais ses premières chasses où elle va essayer de trouver comment boire du sang sans se reposer sur d'autres. Trouver un moyen de... Enfin, accepter le fait qu'elle ait besoin de sang et que si elle ne boit pas, elle met en danger ses proches et les gens auxquels elle tient. Tout ça, c'est autant de tourments intérieurs qui sont intéressants à jouer et j'ai pas trop de mal à m'arrêter dessus. Même plutôt, j'ai peur de passer trop de temps des fois sur les scènes de jour.
Alors que c'est les moments où elle est pas prise dans la dynamique des deux autres, où elle peut se dire bon là je fais le point sur ma vie, ça va pas du tout. On va arriver au bout d'une heure de discussion, très prochainement. J'ai une dernière question que je pose à tous les invités de ces discussions. Et la question c'est quoi le conseil de jeu de rôle qu'on donne pas assez? Il y a des conseils qu'on donne tout le temps, tout le monde donne tout le temps. Il y a des conseils qu'on donne très rarement, mais qui sont tout aussi importants. Et moi, c'est ceux-là que je cherche. Est-ce que vous en avez? J'en ai un important que je pense beaucoup de gens ont tendance à trop perdre de vue. Amusez-vous. Faites ce qui vous fait kiffer. N'oubliez jamais le fun. Si vous commencez, c'est bien de réfléchir à son personnage, à la campagne, à tout, mais si au bout d'un moment, en tant que MJ, vos joueurs ne s'amusent pas, il y a un truc à revoir. Si vous, en tant que joueur, vous vous amusez pas, peut-être qu'il faut changer de personnage, peut-être qu'il faut le retravailler, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Amusez-vous. C'est le plus important et le truc que vous ne devez jamais perdre de vue parce que c'est un jeu. Et c'est l'amusement, c'est immédiat, c'est comme ça, c'est ta boussole dans la partie ou c'est Non, ou c'est du amusement plaisir au sens de long large. terme? Ouais. Je vais dire amusement au sens large. Chaque partie n'est évidemment pas un gros moment de rigolade, mais il y a des choses qui sont excitantes. Est-ce que vous êtes impatient d'aller à la prochaine partie? Est-ce que, ok, vous êtes stressé pour votre personnage parce qu'il est dans une situation difficile, mais est-ce que vous avez hâte de voir où il va aller? Est-ce qu'il y a cette espèce d'enthousiasme, d'excitation, de oh j'ai plein d'idées, oh je réfléchis à la campagne en dehors des sessions. Ça c'est des signes qui font que ça se passe bien. Mais s'il y a des moments vous allez aux parties à reculons, il y a peut-être une discussion à avoir avec votre maître du jeu, il y a des choses peut-être qui vous mettent mal à l'aise, une dynamique de groupe qui fonctionne pas. Parlez-en, il y a souvent des choses à faire. Bon, la méthode en dernière course, c'est de quitter la table, mais ça, voilà. Mais Personne voilà. va en arriver là. Non, mais des fois c'est plus sain aussi. Tu vois, il y a des tables, quand vraiment ça marche pas, qu'il n'y a pas de fit, des fois il faut savoir dire stop et arrêter. Mais amusez-vous et n'oubliez jamais le fun et faites en sorte voilà quoi, que même quand votre personnage a des... Je vais parler de Zéphérina. À un moment, elle a fait une grosse connerie en saison 2, elle a eu des conséquences. J'ai eu un peu de mal à me réapproprier mon personnage qui avait complètement changé, mais au bout d'un moment, j'ai réussi à retrouver ce fun dans son nouvel état, j'ai réussi à m'amuser avec ce qu'elle était devenue. Et voilà. Et ça, c'est possible parce que j'en ai parlé au MJ, parce qu'on a discuté, parce que j'ai réussi à comprendre ce que c'était vraiment. Et j'ai réussi à trouver mon fun là-dedans. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Ok, parfait. C'est un excellent conseil. T'as un conseil qu'on donne pas assez souvent, toi, Canard? Alors je sais pas quel conseil on donne très souvent ou quel conseil on donne pas suffisamment souvent. Je vais en donner un en espérant que il soit pas trop rarement donné et entendu, parce qu'il est quand même important. C'est d'être à l'écoute. Euh, c'est pour tout le monde autour de la table, hein. Je dis pas ça uniquement en tant que MJ, mais d'être à l'écoute déjà de soi. Effectivement, ça renvoie à ce que disait Oko, être à l'écoute de son plaisir, de son confort, être à l'écoute aussi des autres, euh, de la table, de la dynamique, de faire en sorte de jouer ensemble et pas venir jouer juste pour soi. C'est ça qui fait qu'à un moment, on arrive à avoir une ambiance à la table qui fonctionne, une dynamique, ce que j'appelle moi un langage commun, où du coup on va tous dans le même sens, ensemble, et au final cette dynamique devient le cœur de ce pourquoi on joue et ce pourquoi on prend telle décision en jeu, et non pas parce que une mécanique ou des règles l'auraient décidé. De véritablement être à l'écoute de là, en fait, c'est de quoi on a besoin à la table. Est-ce qu'on a besoin d'une scène d'action parce que c'est cool? Est-ce qu'on a besoin de prendre le temps de s'intéresser aux personnages, de faire de
d'avoir des interactions sociales, voilà, d'être à l'écoute de ça pour installer aussi une ambiance, mais aussi d'être à l'écoute des envies des joueurs en tant que MJ quand on est dans une phase de préparation ou d'écriture parce que ils ont probablement déjà suffisamment d'envie, d'idées pour stimuler plein d'idées d'intrigues, de scénarios. Euh, et donc plutôt que de s'enfermer, plutôt que de penser l'idée de la préparation de scénario comme étant quelque chose qui se fait dans son coin, et ensuite on sait ce qui va se passer, et puis on le délivre aux joueurs et puis à eux de s'adapter à ce qui se passe parce que tout a déjà été présenté en amont. Bah non, justement d'être à l'écoute, de venir avec peut-être un peu moins, mais d'être à l'écoute un peu plus et de se laisser surprendre par la partie, par les envies des joueurs, celles qu'ils formulent, mais aussi celles qu'ils ne formulent pas, mais qu'on arrive à ressentir. C'est un peu magique, c'est pour ça que je dis que ça demande de l'écoute, mais d'essayer de sentir, tiens, là, ça se ramollit un peu, je vais peut-être lancer quelque chose, ou là, cette action, je vais pas faire lancer les dés parce que j'ai véritablement envie qu'ils réussissent, ça ferait plaisir à la table. Ou là, par contre, je pense que cette action, je vais pas faire lancer les dés parce que je pense qu'elle est plus intéressante s'ils échouent, parce que derrière, ça aura des conséquences dramatiques plus intéressantes et ça va les stimuler, ça va les investir davantage. Donc, je dirais vraiment de mettre l'écoute au centre du jeu. Parce que en réalité, tout est déjà présent, en train de flotter. Et ça demande juste d'être saisi et que ça, voilà, n'hésitez pas à ouvrir un petit peu votre écoute et votre champ de vision pour percevoir tous ces enjeux-là, parce que ça vous permettra d'être moins déstabilisé par le mince, je dois écrire, je suis pas inspiré, ou je dois agir, mais je sais pas quoi faire. Tout est là pour peu qu'on prenne le temps de saisir un petit peu ce qui se passe à la table. C'est un peu ésotérique, hein. C'est pas forcément très clair, mais bon. C'est pas ésotérique, moi je trouve que c'est des paroles de sagesse en vérité. Je trouve que c'est le conseil, le bon MJ, c'est pas celui qui parle, c'est celui qui écoute. Moi ça me refait pour la journée, hein, je suis désolé. Alors ça m'empêche pas d'être particulièrement bavard, mais j'espère qu'il y a un peu d'écoute dans ce qu'on propose. On pourrait continuer des heures, mais on a enregistré 1 heure, donc on va se stopper. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invité. J'ai 1 million de questions que j'aurais voulu poser, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, tu sais où nous trouver si tu veux continuer à échanger. Hein. On a un Discord, ces questions peuvent devenir des questions publiques auxquelles tout le monde doit pouvoir réagir. Et donc, ouais, mais ce qui m'intéressait aussi dans la démarche, c'est de pouvoir discuter de certaines choses avec vous pour voir vos réponses, comme on disait juste avant, quand elles sont pas encore construites, quand c'est vraiment de la discussion et quand je peux aller chercher des informations qui sont pas encore cristallisées, tu vois. Voilà. Mais tu me laisses remplir ma bouteille d'eau avant alors. non, mais je suis très très content de la discussion qu'on a eue. C'était une des pistes que j'avais plus ou moins envisagées et tout, donc j'étais content. J'avais 2 autres pistes. La piste, quelle piste en fait, on a parlé. En fait, très rapidement, vous avez parlé de comment est-ce que vous prépariez les choses, etc. Et moi, ma question, c'était comment est-ce que vous... mon interrogation, c'était comment est-ce que vous communiquez, et surtout, la chose sur laquelle je vous ai amené à peu près à la moitié ou 2/3 là, en disant comment ça se fait que sans avoir lu le livre, vous soyez, enfin tu vois, sans Coco ait lu le livre, vous soyez aussi raccord sur ce que vous attendez du jeu à ce moment-là de la partie. Et moi, c'est quelque chose qui, tu vois, je me dis, c'est quelque chose que tout le monde veut dans son jeu de rôle, mais qui est très compliqué à construire. Je veux savoir comment est-ce que vous voyez le truc. Et c'était une des choses sur lesquelles je voulais vous amener. Et comme en fait la discussion allait plus ou moins par là, je me suis dit, écoute, c'est le moment. Donc je suis très content d'avoir des réponses sur cet aspect-là, d'avoir votre avis et tout. Cool. Je vois vraiment comme un metteur en scène. Mais c'est un acteur, et puis en coulisses, le metteur en scène te dit, voilà, il te briefe un petit peu, puis il t'en...
Alors, ce qu'il y a, c'est que metteur en scène, ça peut paraître très, très flou pour ceux qui sont pas concernés, par précisément ce que ça veut dire, mais on pourrait le traduire, différemment. C'est dégager des enjeux, c'est-à-dire identifier les enjeux de ne vous dites pas juste à quoi on joue, mais surtout pourquoi on y joue et comment derrière, quels outils on a à notre disposition pour mettre ça en place. Et là, par exemple, on n'a pas juste dit: «On va jouer à vampire», c'était derrière: «OK, avec quelles intentions?» Bah, là, les intentions, c'était de mettre l'accent sur les enjeux politiques et les enjeux introspectifs. Et donc, bah, quel que soit le jeu auquel vous jouez, il y a une infinité de manières de les aborder. On peut prendre Donjons et Dragons de plein de manières différentes. Et c'est aussi pour ça qu'on peut se retrouver avec des tables auxquelles tout le monde est réuni et on joue au même jeu, mais ça fonctionne peut-être pas parfaitement parce que peut-être chacun vient avec une idée différente de comment y jouer, de ses propres enjeux et le fait en fait de les clarifier, que ce soit en amont ou que ce soit régulièrement aussi pour se rappeler vers où on va. Elles peuvent évoluer aussi dans le temps. Hein, ça permet de dégager, mais c'est important en fait. C'est pour ça que je parle dans l'écoute, ça englobe un peu tout ça. Quand je parle d'écoute, c'est à l'écoute de soi-même pour aussi savoir pourquoi on joue, de se questionner en fait, de se questionner soi-même et de questionner la table pour identifier ce qu'on vient chercher. Alors peut-être que certains vont se dire: «Oh là là, c'est très intellectuel, j'ai pas envie de m'embarquer là-dedans», mais c'est un passage, qui peut être très pertinent si on veut aller plus loin dans la proposition et pas juste enchaîner les scènes sans se demander où est-ce qu'on va avec ça. Le Est-ce que tu as fait plaisir du simple théâtre? de jouer Est-ce que tu est as fait du théâtre une, par ailleurs? Est-ce que tu as fait du théâtre par ailleurs, en fait? c'est Et mon il est métier. acteur? Je suis D'accord, OK. comédien et metteur en scène. D'accord, OK, Non, OK. mais Parce c'est que juste pour dire que pardon, vas-y. non, 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 en fait, du coup, c'était une question que j'avais et je savais pas du tout que c'était ton métier. Oh merde, attends, j'ai un million de questions, c'est pas grave. Mais Mais, en fait, le fait de dire ça ne doit pas pour autant dire: «Oh ben d'accord, en fait, du coup, c'est inatteignable» ou «Du Mais coup, non, ceci». non. Voilà, c'est pour ça que je dis traduire le terme metteur en scène en, être à l'écoute de ce qui se passe autour, mais aussi d'être Oui, capable, et des ça, je pense que c'est intentions, le plus tu vois? important, d'être capable de dégager Mmh. des enjeux, d'identifier ce pourquoi on joue et ensuite quel outil on peut avoir à mettre à sa disposition pour jouer. en fait, c'est exactement ça, tu viens de dire outil, moi, c'est ça, c'est ce qui m'intéresse, c'était je me dis: «Mais tu as l'air d'avoir, des outils qui viennent du théâtre, comment ça se fait?» et cetera et bah, du coup, si tu m'expliques que tu es comédien, je me dis: «Ah bah, d'accord» et donc du coup, c'est ta connaissance de ces outils-là par ailleurs, qui te permet de réintroduire ça dans ça. C'est super intéressant. C'est ce Bref. que j'essaye d'aborder un petit peu dans les formats de tuto, en essayant d'amener justement Mmh mh. toutes ces questions-là. Alors traduit dans le contexte du jeu de rôle, mais avec tout l'enjeu, voilà, le tuto qu'on a fait sur la session 0, justement pour pouvoir aborder toutes ces questions-là, la question sur la création de personnages, puisque justement ça permet, d'aborder, bah, tout ce dont on vient de parler, de dégager les enjeux, créer un et puis là maintenant je suis en train de préparer un tuto, ça fait longtemps que je suis dessus, sur la création d'intrigues, à nouveau en formulant ce genre de pensée. Puis après il y a OK. d'autres formats sur lesquels je C'était prendrai le temps aussi c'était de pas très clair développer. pour moi, en Plaisir, fait, que c'était des outils qui venaient du théâtre, mais maintenant que j'ai cette pierre angulaire, si tu veux, je me dis: «Ah mais du coup, c'est bon, tout se met en place». Bah, ça vient du théâtre et d'un milliard d'autres endroits parce que à nouveau, je dis que je tire mon inspiration de différents médiums, et que en fait, tout ça s'alimente et ma pratique du théâtre, m'aide dans ma pratique du jeu de rôle, de la même manière que ma pratique du jeu de rôle m'aide dans ma pratique du théâtre et puis les différents autres centres d'intérêt que je peux avoir, comme, voilà, regarder des séries, observer les gens, voir comment, quand on discute, quand on discute, quand il y a un débat en fait aussi, bah, quand est-ce que le débat il est constructif et quand il ne l'est pas. Enfin voilà, tout ce genre Mais de choses qui font que, bah, tout ça, Mais ça tu as peut être quand utile même des aussi avec grilles le de jeu de rôle. lecture quand tu viens d'un certain milieu, tu as toujours des grilles de lecture qui voilà. Hier, j'ai eu une Évidemment. interview avec quelqu'un qui est professeur, si tu veux, et qui a organisé une semaine de formation pour, ses étudiants et en vérité, il a organisé un GN, mais il le sait pas, si tu veux et je discute Mmh. avec lui et puis je lui dis: «Mais voilà», il dit: «Non, mais c'est juste que pour lancer, cette semaine de trucs, j'arrivais avec un personnage qui amenait des éléments les uns après les autres et du coup, ils étaient obligés de s'organiser par groupe pour résoudre des situations, des problèmes qu'on leur posait en faisant preuve de Ah, créativité» et puis j'aimerais j'étais: «Mais, bien avoir des formations comme ça, moi.
Et ben, je lui ai dit, mais c'est trop bien, t'as écrit, t'as organisé un GN, etc. Et en discutant, il dit, mais il y a tout un tas de problèmes dont on s'était pas prévu. Et en fait, il retombe sur des problèmes sur lesquels il y a des outils qui existent en GN. Enfin bon, bref, voilà, c'était tout ça pour dire que quand tu arrives d'un autre milieu et que tu vas faire du jeu de rôle, tu as quand même des grilles de lecture et des outils qui te permettent de résoudre, enfin, qu'on connaît très bien de l'autre côté et que tu penses pas forcément à appliquer, etc. Et c'est pour ça que moi, quand tu me dis je viens du théâtre, moi ça me déverrouille des trucs, je me dis ok, très bien. Donc en fait c'est juste qu'il y a beaucoup d'outils qui sont utilisés dans le monde du théâtre et qui probablement sont très normaux dans ce cadre-là et qu'il réemploie peut-être sans mettre les mots dessus ou sans comprendre que c'est une compétence exceptionnelle qu'il a et dont il pense pas avoir, etc. C'est pour ça qu'on fait tous les... Pardon. Juste pour dire, c'est pour ça qu'en fait on fait tous les formats de FAQ, de tutos et compagnie, c'est que justement pour pouvoir faire en sorte de les partager ces outils et aussi le fait de montrer nos parties et de pouvoir les expliquer derrière, justement pour faire en sorte qu'il y ait une transparence à ce niveau-là et pour que chacun puisse justement s'approprier ces outils et les voir abordés dans la théorie et dans la pratique. Voilà. En termes d'outils, bon, voilà, j'ai parlé de mise en scène, mais c'est pas inabordable. Hein. Concrètement, ce qu'il fait, c'est des briefings. Avant chaque partie, surtout parce que là on est filmé en plus, donc on met un peu plus d'effort et d'intention sur ce qu'on produit, mais il nous rappelle que l'important c'est l'attention, qu'on peut prendre le temps d'avoir des moments introspectifs justement. En fait souvent c'est des briefings par rapport à ce qui s'est passé ou par rapport à là où on en est dans l'intrigue. Là, il m'a briefé hier pour me dire ne va pas revoir les épisodes. C'est important que tu sais ce que ton perso sait. Évite le méta, comme ça, ne cède pas à la tentation d'aller fouiller plus. Si ton personnage ne se rappelle pas de choses, ça reviendra dans l'intrigue, tu auras d'autres moyens d'avoir ces éléments. Donc voilà, il donne des petites consignes comme ça. Ça, c'est à la portée de tout le monde.